Les trois provinces basques, Labour, Lapurdie, Basse-Navarre, Benafaroa, et Soul, Zuberoa, partagent avec leurs voisins espagnols une langue commune, l'euskera, et un fort sentiment d'identité. La langue est largement parlée et les Basques appellent leur pays Euskal Herri, ou, de l'autre côté de la frontière espagnole, Euskadi. Vous verrez des panneaux et des affiches bilingues français-euskara sur les toponymes dans toute la région, parfois seulement en euskara. Outre la langue et le large béret traditionnel, les manifestations les plus évidentes de l'identité nationale basque sont les trinquets, fermés, ou les frontons, ouverts, omniprésents dans lesquels on joue à la pelote basque. Des paires de joueurs frappent une balle recouverte de cuir dur, soit à main nue, soit avec une longue extension de la main en forme de panier appelée chistera, dans la variante connue sous le nom de chesta punta, contre un haut mur bloquant une extrémité du terrain. Il s'agit d'un sport extraordinairement dangereux, le ballon se déplace à une vitesse pouvant atteindre 200 km/h, et il n'est pas rare que les joueurs soient mis KO ou pire. La côte basque. Longue d'à peine 30 km, de la frontière espagnole à l'embouchure de l'Adour, la côte basque est constituée d'affleurements rocheux épars et de belles plages de sable. La plupart des surfeurs se rendent à Biarritz, Hendaye, près de la frontière, ou Anglet, juste au nord de Biarritz, qui propose toutes des locations et des cours de surf. Biarritz. Jusque dans les années 1950, Biarritz, Miaritz, était le Monte-Carlo de la côte atlantique, transformé par Napoléon III au milieu du XIXe siècle en un terrain de jeu pour les monarques, les aristos et la haute société. Cependant, avec l'essor de la Côte d'Azur dans les années 1960, l'endroit a connu un déclin apparemment terminal, bien qu'il ait été découvert par les premiers surfeurs en 1957. Mais à partir du début des années 90, Biarritz a été redécouvert par les touristes parisiens, une nouvelle génération de la fraternité internationale du surf et une clientèle familiale légèrement alternative, qui ont ensemble remis l'endroit sur la carte. Le centre de Biarritz est le casino municipal, juste derrière la grande plage, qui a retrouvé sa grandeur des années 1930, tandis qu'à l'intérieur de la ville, on trouve des boutiques et des restaurants de luxe sur les artères principales et des restaurants plus agréables qui illuminent les rues secondaires, après le coucher du soleil. Les halles, divisées en une aile consacrée aux fruits de mer et une autre aux produits, au fromage et au jambon, sont sympathiques et photogéniques, et les rues qui les entourent sont bordées d'endroits où manger et boire. À l'ouest, la place de l'Atalaï, qui surplombe le port et doit son nom à la tour de guet des baleiniers, est bordée d'élégantes demeures. Juste en dessous, la rue du Port-Vieux, très touristique mais charmante, mène à la plage du même nom. Les plages de Biarritz. Sur les 6 plages de Biarritz, 3 sont propices au surf, bien qu'en été et surtout le week-end, il n'y ait pas toujours beaucoup de place dans l'eau. Il est très difficile de se garer à n'importe quel moment de l'année, et encore plus en été. La grande plage est la plage légendaire pour montrer votre planche et votre bronzage. Elle est située à l'extrémité nord de la vieille ville, près du célèbre casino. Avec son sable doré, ses vues magnifiques et sa toile de fond célèbre, les gens viennent en masse pour voir et être vus. Par conséquent, des restrictions sur le nombre de baigneurs et de surfeurs entrent en vigueur aux heures les plus chargées. La plage Miramar, qui s'étend au nord-est de la grande plage, offre plus d'espace, mais les courants y sont dangereux et il n'est pas possible d'y surfer. La plage Marbella et la plage de la Côte des Basques, au sud de l'affleurement rocheux, offre 2 km de sable et de surf, bien que cette dernière perde sa plage de sable à marée haute, laissant des rochers dangereux à contourner pour revenir à la terre. Un certain nombre d'écoles de surf et de sociétés de location de planches se trouvent à l'extrémité nord, près de la vieille ville. La plage Port-Vieux, une petite crique dans la vieille ville avec des vagues douces, et la plage Milady, à l'extrémité sud de la ville, sont idéales pour les amateurs de baignade et les familles. Cette dernière offre de meilleures possibilités de stationnement et une aire de jeu, mais les vagues peuvent être assez agitées. Bayonne. Bayona, se trouve à quelques 5 km de l'Atlantique, une position qui, jusqu'à récemment, la protégeait de toute exploitation touristique réelle. La ville est en fait la capitale économique et politique du Pays basque, pour le profane, du moins, sa saveur basque prédomine, avec ses hautes maisons à colombages et ses boiseries peintes dans les tons traditionnels vert et rouge. Située à cheval sur le confluent de la rivière Adour et de la Nive, beaucoup plus petite, Bayonne est une ville de petite taille, facile à parcourir, au carrefour de tous les grands axes routiers et ferroviaires en provenance du nord et de l'est. Bien qu'il n'y ait pas de grands sites touristiques, c'est un plaisir de se promener dans les rues étroites et commerçantes de la vieille ville, toujours enveloppée dans les fortifications de Sébastien le Preste de Vauban, l'ingénieur militaire de Louis XIV. À l'ouest de la Nive, dans le Grand Bayonne, le château du XIVe siècle domine la ville. La partie la plus ancienne, le château vieux,
est un véritable exemple de fortification de la fin du Moyen Âge. Juste à l'ouest se trouve le petit jardin botanique, construit sur un bastion des fortifications de Vauban. Au coin de la rue, sur la place Pasteur, ombragée de magnolias, se trouve la cathédrale Sainte-Marie, avec ses 2 tours jumelles et son clocher qui s'élève avec grâce au-dessus de la ville et que l'on peut admirer depuis son cloître. Les rues les plus élégantes et les plus commerçantes de la ville s'étendent au nord-est de la cathédrale, la rue Thiers qui mène à l'hôtel de ville, et la rue de la Monnaie, qui débouche sur la rue Portneuf, avec ses confiseries de chocolat et ses restaurants. Au sud et à l'ouest de la cathédrale, le long de la rue des Forts et de la rue d'Espagne, on trouve des colombages exemplaires et une ambiance bohème et artisanale, où les antiquaires et les marchands de livres rares alternent avec un bar ou un restaurant. À l'est de la cathédrale, les quais de la Nive sont le point le plus pittoresque de la ville, avec leurs maisons à arcades du XVIe siècle de l'autre côté de la rivière, du côté du quartier du Petit Bayonne. Saint-Jean-de-Luz. Avec sa baie de sable fin, la plus protégée des plages basques, et sa magnifique vieille ville mouchetée de maisons à colombages, Saint-Jean-de-Luz, Doniban-Loïtsoun, reste la station la plus attrayante de la côte basque, même si elle est assez envahie par les familles en haute saison. Seul port naturel entre Arcachon et l'Espagne, elle a longtemps été un port important, la chasse à la baleine et la pêche à la morue étant les occupations traditionnelles de ces flottes. Aujourd'hui encore, Saint-Jean reste l'une des pêcheries les plus actives de France, et la principale pour le débarquement de l'anchois et du thon. Maison Louis XIV. La richesse et la vigueur du passé maritime et mercantile de Saint-Jean sont évidentes dans les hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles qui subsistent. L'une des plus belles, adjacente à l'hôtel de ville sur la place Louis XIV bordée de platanes, est la maison Louis XIV, construite pour la famille Lohobiag en 1635, mais rebaptisée après que le jeune roi Louis y ait séjourné un mois en 1660 pendant les préparatifs de son mariage avec Marie-Thérèse, infante de Castille. Le labour intérieur et la basse Navarre. Sans moyen de transport personnel, les incursions les plus simples dans les paysages doux et séduisants de l'arrière-pays basque, Labour, Lapurdie et basse Navarre, BNA-Faroa, se font par la ligne de bus de Saint-Jean-de-Luz à Sarre, qui passe par la Rune, Asquin et Sarre, ou par la ligne de train de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port qui traverse la vallée de la Nive. Les deux offrent un échantillon représentatif de la région. La Rune. Le cône de 905 mètres de la Rune, l'Arin, à cheval sur la frontière avec l'Espagne, est le point le plus occidental des Pyrénées avant qu'elle ne se jette dans l'Atlantique. En tant que point de repère du Labour, malgré ses antennes multifonctionnelles disgracieuses, c'est un point de vue populaire très fréquenté, qui offre de belles vues sur la côte basque et sur les Pyrénées à l'est. Un train touristique à crémaillère se rend au sommet du cône depuis le col de Saint-Ignace, sur la route de Sarre. La forte pente de la ligne de chemin de fer, construite entre 1912 et 1924, permet aux wagons antédiluviens de rouler à une vitesse tranquille de 9 km/h. L'ascension dure 35 minutes, mais il faut compter plus de 2 heures pour l'aller-retour. Un service gratuit de navette vers le col de Saint-Ignace est disponible à la gare routière de Saint-Jean-de-Luz. Asquin. Comme beaucoup de villages du Labourdan, Asquin, Asquen, au sud-est de Saint-Jean-de-Luz, est une carte postale parfaite, avec son église à galerie, son fronton et ses maisons à colombage polychrome. C'est le point de départ idéal pour explorer la Rune, bien que la plupart des visiteurs ne s'y arrêtent que brièvement sur leur chemin vers Sarre et au-delà. Sarre. À 7 km au sud-est d'Asquin, Sarre est un village aux proportions parfaites au sommet d'une colline, avec ses maisons traditionnelles à colombage et son église typiquement basque avec ses 3 étages de balcons. Il est centré autour de la place du Fronton, avec son fronton à une extrémité et ses restaurants à l'autre. Enoa. À seulement 8 km à l'est de Sarre, sur le GR10, vous trouverez Enoa, un petit village de rêve. Il ne consiste en rien d'autre qu'en une seule rue bordée de maisons substantielles, principalement du XVIIe siècle, dont les plaques de linteau offrent des mini-généalogies ainsi que des dates de fondation. Jetez un coup d'œil à la volumineuse église en forme de tour, avec son retable baroque doré représentant des prophètes et des apôtres dans des niches, encadrées par des colonnes corinthiennes. Espelette. À 6 km au nord-est d'Enoa, Espelette est un village assez animé, composé de maisons à larges ouvertures, avec une église remarquable pour sa lourde tour carrée, son plafond peint et ses pierres tombales en forme de trous de serrure et de dalles inscrites, les plus anciennes se trouvant près de l'église, sous les tilleuls. La principale source de renommée du village est son piment rouge foncé, très utilisé dans la cuisine basque, et suspendu pour sécher en été sur de nombreuses façades de maisons. Cambo-les-Bains. À 6 km d'Espelette se trouve Cambo-les-Bains, Cambo,
une station thermale bien établie dont le microclimat favorable en a fait un lieu idéal pour le traitement de la tuberculose au XIXe siècle. Son autre atout historique est d'avoir été le berceau du gâteau basque, aujourd'hui omniprésent dans la région. La nouvelle ville, avec ses maisons et hôtels décorés, rayonne depuis les bains sur les hauteurs de la Nive, tandis que le vieux quartier de Bacambo s'étend le long de la rivière et de la gare SNCF. Villa Arnaga. La principale curiosité de Cambo-les-Bains est la Villa Arnaga, construite pour Edmond Rostand, auteur de Cyrano de Bergerac, qui est venu y soigner sa pleurésie en 1903. Cette maison basque plus grande que nature, peinte d'un rouge profond, donne sur un jardin à la française presque surréaliste, avec des disques et des rectangles d'eau et des segments d'herbe ponctués de taches, de cubes et de cônes de buis, avec une vue lointaine sur des collines vertes. L'intérieur est très kitsch, avec une galerie de ménestrels, de faux pilastres, des fresques allégoriques, de nombreux portraits et divers souvenirs. La Bastide-Clérance. À 19 km au nord-est de Cambo se trouve sans doute le village le mieux préservé du Pays basque, la Bastide-Clérance, Bastida, qui date du XIVe siècle. Situé à la limite nord-est du Béarn, ce village à prédominance basque a connu historiquement une cohabitation tolérante entre les deux cultures, un penchant progressiste qui a été mis à profit au XVIe siècle par les Juifs espagnols et portugais qui se sont installés ici, après avoir fui l'Inquisition espagnole. Il existe encore un fascinant cimetière juif à côté du cimetière chrétien, près de l'église du XIVe siècle. Cependant, le principal centre d'intérêt du village est sa place symétrique à arcades, avec ses bars-restaurants. Saint-Jean-Pied-de-Port. À environ 33 km au sud-est de Cambo, l'ancienne capitale de la Basse-Navarre, Saint-Jean-Pied-de-Port, Doniban Garazi, se trouve dans un cercle de collines au pied du col de Bentarte en Espagne. Partie de la France depuis le traité des Pyrénées de 1659, elle était une étape importante du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle au Moyen-Âge. La vieille ville se compose d'une seule rue pavée, la rue de la Citadelle, qui descend de la porte Saint-Jacques du XVe siècle, la porte par laquelle les pèlerins entraient dans la ville, jusqu'à la porte Notre-Dame, qui commande le pont sur la Nive, avec sa vue constamment photographiée des maisons à balcons surplombant le ruisseau. La Haute-Soule. À l'est de la vallée de la Nive, vous entrez dans un pays largement inhabité, l'ancien comté basque connu sous le nom de Haute-Soule, traversé uniquement par le GR10 et quelques routes secondaires. La frontière entre la Basse-Navarre et la Soule longe le bord occidental de la forêt d'Irati, l'une des plus grandes forêts de hêtres d'Europe encore debout, une retraite estivale populaire et un domaine de ski de fond en hiver. Il n'y a pas de magasins ni de véritables hôtels avant d'atteindre l'Arro, le seul vrai village de la région, bien que le hameau éparpillé de Saint-Engrâce, à l'est de la commune, dispose d'un hébergement, tout comme Lic et Tardé-Sorolu, des villages de Piémont situés un peu plus bas dans la vallée. La Haute-Soule est une terre de ciel ouvert, où les vautours tournent en surfant les courants d'air au-dessus d'innombrables troupeaux de moutons, dont les cadavres occasionnels servent de nourriture. La distance entre la vallée de la Nive et le Béarn n'est pas énorme, mais la lenteur des routes et la grandeur des paysages semblent la magnifier. La forêt d'Irati. Pour se rendre à la forêt d'Irati, il faut suivre l'AD 301 vers l'est en sortant de la vallée de la Nive, où la forêt est indiquée. La route est raide, étroite et pleine d'épingles à cheveux serrés et de bétail ambulant, mais au fur et à mesure que vous grimpez sur les éperons escarpés et que vous contournez les têtes de ravins labyrinthiques, des vues toujours plus spectaculaires s'ouvrent sur la vallée de la Nive, Saint-Jean et les collines au-delà. Les ranchs de moutons alimentés à l'énergie solaire abondent, avec du fromage en vente. Des bosquets de hêtres remplissent les ravins, ombrageant l'herbe plus claire dont le vert est si intense qu'il semble presque théâtral, un effet produit par un arrière-plan de sombres affleurements rocheux. L'Arro. La première chose que l'on remarque en arrivant à l'Arro, l'arène, par l'ouest, c'est la différence d'architecture avec les villages du Labourd et de la Basse-Navarre. Contrairement aux habituelles façades peintes à colombage et aux toits de tuiles, les maisons sont grises et stuquées, avec des toits d'ardoise à forte pente de style béarnais pour faire tomber la neige. C'est un endroit très calme, presque désert hors saison. Gorges d'Olzart. Les gorges d'Olzart, à 4 km au sud-est de l'Arro, sont l'une des nombreuses gorges locales qui entaillent profondément le versant nord de la crête qui forme la frontière avec l'Espagne. Un petit chemin part de l'auberge Logibar, 3 km à l'est de l'Arro, et traverse un ruisseau vif et froid jusqu'à un parking, d'où un sentier raide, une variante du GR10, grimpe à travers les hêtraies en 45 minutes environ jusqu'à la jonction des gorges d'Olzart avec les gorges de la Dubie. En travers de l'embouchure de ces dernières se trouve un spectaculaire pont suspendu de style himalayen, la passerelle, qui rebondit et se balance de manière inquiétante lorsque vous marchez au-dessus de la chute de 180 mètres. Gorge de Caqueta.
Les gorges de Caqueta sont vraiment spectaculaires, et en dehors de la haute saison, elles sont peu fréquentées. Il vaut mieux être bien chaussé, la passerelle métallique ou le chemin étroit sont glissants par endroits et munis de câbles de sécurité là où c'est nécessaire. Les parois de la gorge s'élèvent jusqu'à 300 mètres de haut et ne sont guère espacées de plus de 5 mètres par endroit, si bien que la lumière du soleil y pénètre peu, sauf à midi, de mai à juillet. L'air est lourd de brume produite par des dizaines de suintements et de petites chutes d'eau, qui nourrissent des fougères tenaces, de la mousse et d'autres végétaux qui prospèrent dans cette atmosphère de serre. Au bout d'une heure, le sentier vous amène à une petite grotte au-delà de laquelle seuls les grimpeurs techniques peuvent s'aventurer, juste avant, une cascade de 20 mètres, derrière laquelle vous pouvez marcher, jaillit d'un trou dans la roche. Voilà, c'est ici que s'achève notre balade au Pays Basque. J'espère que cela vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines découvertes. Je vous dis à très bientôt, et bon voyage.